Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai un épisode un peu particulier. En scrollant TikTok, alors j'avais envie de dire en lisant le New York Times, mais faut que je sois un peu sincère avec vous. Je suis tombée sur un profil, ou plutôt une histoire de fou, celle de Tony S. Kay, qui est passé de patron d'un club de boîte de nuit vers l'âge de 27-28 ans, c'est ça? C'est ça, 27 ans. À une vie tout autre, et vraiment j'ai eu un coup de cœur sur ton profil en me disant « Ouah, son histoire est folle, faut absolument qu'on se rencontre. » Hello Tony. Hello Pauline, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Comment ça se fait que tu te lances dans la boîte de nuit aussi jeune? Raconte-moi, comment tu démarres là-dedans? En fait, quand j'étais enfant, un jour j'ai mangé une crêpe chez moi et je rêvais d'ouvrir un restaurant où on faisait des crêpes, donc une crêperie. Trop mignon. Et j'ai gardé ça en tête. Et à la fin de mon BTS, les boulots ne me convenaient pas. Et donc j'ai enchaîné 2 boulots en même temps pour ouvrir un restaurant de base. Ok. Donc, le matin, je travaillais chez ma sœur de 9h à 15h30 dans son restaurant à La Défense. Et j'enchaînais avec un autre restaurant de 16h30 à 2h du matin, place du Louvre. C'était pas très légal, mais fallait rentrer des sous. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi, 4 ans. Oh, dis donc, courageux. J'imagine l'état de ton dos, de tes jambes. Enfin, tu devais être tout le temps debout. Ça devait être éreintant, non? Même pas, puisque quand t'es jeune, tu vois, t'as encore la vista et c'était beaucoup plus facile. Et puis surtout, j'avais déjà ce truc de tunnel vision. Tu vois, de me dire, je vais jusqu'au bout, c'est ça ma vision. Et du coup, je laissais les petits détails sur le côté, comme la fatigue. Parfois, je disais, ok, je suis fatigué, mais j'y vais à fond. Et du coup, je croise mon associé qui se rendait chez mes sœurs à ce moment-là. Et elle me dit, il y a une affaire à acheter à Lyon. Est-ce que ça t'intéresse? À ce moment-là, j'avais un petit paquet de sous puisque j'avais bien économisé. Et je lui dis ok. Donc je me rends à Lyon et je commence par bosser dans un établissement de nuit pour voir comment ça se passe parce que je connaissais pas du tout. Oui, parce que là, on est un peu loin de la crêperie, si je vais me permettre. Et en fait, du coup, le but, c'était d'ouvrir un restaurant-club. Ok. Ce qui n'existait pas vraiment à l'époque. C'est vrai? Donc, il y avait un peu le format déjà Mama Shelter qui s'arrêtait à 1h30, 2h du matin. Mais nous, on voulait pousser jusqu'au bout, jusqu'à 4h. Et proposer à manger jusqu'à 4h et faire la fête jusqu'à 5h. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'avant de te lancer, je sais qu'on m'avait dit ça dans la restauration, qu'il faut passer par plein d'étapes pour essayer de comprendre comment rationaliser le temps, etc. Donc toi, tu commences par bosser dans un club pour te familiariser avec l'environnement, c'est ça? Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était un mois juste pour comprendre, en fait. Ouais. Et surtout, je suis passé de serveur à patron. Ouais. Donc, j'ai pas eu tous les codes. Donc, j'ai appris sur le tas. Chaque fois que les employés me posaient des questions, je disais oui, je reviens vers toi, je te dirai plus tard. Au lieu de dire je ne sais pas. Mais en fait, j'étais aussi en train d'apprendre comme eux. Comme ils apprenaient le métier de serveur, moi, j'étais en train d'apprendre le métier de taulier. De taulier, quoi. Et puis, c'est quand même un milieu qui est très particulier où faut s'imposer, j'ai l'impression, non? Ouais. Et j'ai eu le dur rôle de devoir virer des gens ou dès mon arrivée, dès le premier jour, parce qu'il y avait déjà un staff en place et ils nous refilaient le staff. Et il faut licencier des gens ou tout simplement faut être très dur pour leur faire comprendre nous on fait pas d'argent, on fait pas de black. Dans la restauration, il y a beaucoup d'argent à la main, du cash. J'ai dit non, chez nous il y en aura pas. Tout de suite, il y en a qui prennent la porte parce qu'ils savent très bien que leur salaire va être divisé par 2. Ouais, la vache, c'est dingue. Dans ton histoire, donc sur le New York Times, tu dis que c'est assez fou l'ampleur que prend ce club. Tu reçois des célébrités qui viennent lorsqu'elles vont à Lyon directement chez toi. Comment ça se passe en fait? Comment t'arrives à capter les premières personnes un peu connues, tu vois? Mon associé était du monde de la nuit, donc elle connaissait le business. Elle connaissait certains managers. Pour tout ce qui est basketteur, un jour, je reçois un basketteur qui s'appelle Georgie Joseph et je le reconnais. Et il était venu avec sa copine de l'époque et je lui dis hey, Georgie Joseph, il me dit oui.
Et en fait, moi, je suis fan de basket. Et donc, du coup, pour lui faire plaisir, je lui ai offert un cocktail sans alcool, il boit pas. Et il était super content. La semaine d'après, le week-end d'après, il revient avec la moitié des joueurs de l'Asvel. Putain, yes. Et je sympathise avec tout le monde et au fur et à mesure, comme l'univers basket est très petit, tout le monde parle de moi. Il y a le père de Tony Parker qui se pointe. Dingue. Il y a son frère. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tout d'un coup, tout le monde dans le club fait plus d'1m90. C'est ça. Et nous, on était un peu spécialisés. Enfin, on n'était pas un peu, on était spécialisés hip-hop et R&B. Ok, cool. Et on faisait une grosse sélection à la porte parce que le club était tout petit. On prenait que 220 places. 220 personnes. Donc, t'es obligé de sélectionner. Et c'est là le plus dur. Mais c'est intéressant parce que le fait de faire cette sélection, et tu l'avoues juste parce qu'en fait c'est petit et que tu peux pas accepter tout le monde, ça doit créer une sorte d'effervescence de waouh, c'est select. Alors que non, les frérots, c'est juste qu'il y a pas de la place pour tout le monde. Il y a ça, mais il y a aussi, tu vois, c'est une sorte de marketing de frustration. Et ça, c'est mon associé qui me l'a appris. Ah ouais, c'est intéressant. De dire, ok, on prend pas tout le monde, mais surtout, on prend pas les voyous. On essaie de les éviter parce que sinon, une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est chez eux. Et Lyon, c'est un peu particulier. Ok. Voilà. Ah, Tara valide ton message. Il y a qui donc il y a des basketteurs qui viennent, mais pas que. Ouais. Il y a des footballeurs, les joueurs de l'OL. On a eu Caris aussi qui est venu. Mais oui, il y a Caris, il y a aussi comment il s'appelle, Black M, Fabrice Eboué, Danny Briand. On a eu Danny Briand. Je te jure. J'adore. Oui, donc le spectre est large. Ouais, voilà. Tu devais te dire, putain, c'est fou ce succès et la vision que j'avais jeune se réalise. Enfin, il y avait un sorte de truc un peu décadent comme ça. Ouais. Et à la fois, j'ai l'impression que l'envers du décor se passait pas tout à fait comme tu espérais, c'est ça? Pas du tout. Ouais. En fait, la nuit, ça isole, comme la restauration d'ailleurs beaucoup. Et ce que je peux dire, c'est que en fait, quand j'ai pas envie que les gens romantisent tout ça. Quand j'ai ouvert mon affaire, j'étais endetté, comme beaucoup de gens, parce que nous, on n'a pas fait un crédit, on a fait un crédit vendeur, donc on devait l'argent à notre troisième associé, en fait, qui avait gardé des parts dedans. Et tu démarres la vie, ce que j'avais dans la poche, à peu près 40 000 euros, bah j'avais plus rien, c'était à lui. Et tu démarres ta vie avec une dette. Waouh. Enfin, tu démarres ton activité avec une dette. Donc au début, je savais pas comment faire pour me rémunérer, pour aller manger. Et nous, ça a été un peu dur parce qu'on a repris au mois de mai. Et de mai à septembre, c'est mort Lyon. Les gens vont sur la côte et ils profitent là-bas. Et donc du coup, bah c'était 4 mois difficiles. Et au bout d'un moment, tu parles de ce domaine de la nuit qui isole. Toi, ça a aussi un impact sur ta santé mentale. Ouais, énormément. Bah mon associé, surtout quand t'es avec les employés, sois dans ton personnage, ne sois pas trop proche d'eux. Et puis en même temps, il faut que tu sois aussi proche des clients parce que il faut que tu joues la proximité en fait. T'es jeune en plus, hein, franchement. Ouais, 27 ans, c'est très jeune. C'est très jeune et tu peux te perdre. Et moi, je l'avoue, hein, je me suis perdu à un moment donné puisque quand je suis arrivé dedans, je buvais pas d'alcool. Et moi, l'alcool, bah, c'est devenu après une habitude. Et j'ai la chance, le jour où j'ai arrêté cette affaire-là, j'ai arrêté de boire en fait, du jour au lendemain. Donc c'était aussi un moyen pour moi de voir si j'étais alcoolique ou non, mais je l'étais pas heureusement. Mais sinon tous les jours je buvais avec les clients. Des fois je buvais juste une gorgée, je posais le verre, je retouchais pas. Mais c'était une obligation de travail. C'est tellement malsain. Ouais. Et même tu vends de l'alcool à des gens, des fois tu vois des mecs qui payent une bouteille ou un magnum. Et tu vois tu sais, il y a des cartes où tu peux appuyer crédit ou comptant. Je les voyais appuyer sur crédit et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de bousiller la vie des gens. Et voilà, et c'est tout ça, en fait, comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je garde beaucoup, tu vois, je réfléchis. Je me suis dit, putain, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et puis un jour, tu te fais aussi braquer. Waouh. Une fois, dans l'enceinte de l'établissement, le gars vient un mardi, il y a pas d'argent le mardi, tout est déjà à la banque, il vient un mardi soir. Et donc tu te dis,
punaise, le gars, il est avec un flingue. Il dit qu'il va repartir avec ton associé et la caisse. Et en fait, je lui ai tout simplement dit, nous, on avait de la chance, il y avait Interpol au bout. J'ai dit, en fait, ici, c'est le siège d'Interpol juste au bout. Donc, il y a un commissariat et surtout, tout est filmé au centimètre carré. En fait, je sais pas si c'était le cas vraiment. Waouh, t'as gardé ton sang-froid, hein. C'est ce que je lui ai dit, mais en fait, j'avais pas le choix. Bah oui, dans ces cas-là, l'instinct de survie, il fait faire des choses de fou. Et donc, il est reparti, normal. Ouais, j'ai encore sa tête dans ma mémoire. Ah, mais c'est hyper violent. Ouais. Et une autre fois, ils sont venus en bas de chez moi. Ouf, donc ça veut dire qu'on sait en plus où t'habites. Ouais. Ouais, c'est ça le pire. Après, j'ai déménagé à côté, à la Cité internationale, donc c'est beaucoup plus sécurisé. J'étais vraiment juste à côté d'Interpol. Et là, mais pareil, tu vois, en fait, tu vis, tu dors jamais sereinement. Donc la nuit, je me réveillais, je regardais par ma fenêtre, en pleine nuit. J'étais avec une fille à l'époque, et elle me disait, mais t'es taré. Je disais, non, mais on sait jamais. Mais il était 3-4 heures du matin, tu regardes par la fenêtre. Mais t'étais pas taré, t'étais traumatisé, t'avais un syndrome de stress post-traumatique. Ouais, c'est ça. Tout. Et puis tu dis dormir la nuit, mais t'avais quand même un gros manque de sommeil, donc j'imagine que ça compte aussi, tu vois, sur la santé mentale, sur la gestion de ses émotions. Ouais. Quand tu te couches tout le temps hyper tard, t'as beau dormir peut-être plus tard le matin, mais ça compense pas du tout ce que tu perds, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup, et surtout beaucoup de négatifs qui ne compensent peut-être plus totalement le positif. Ouais, tu peux pas raconter ça à ta famille. Ouais. En fait, tu peux décharger ça sur personne parce que t'as peur que ta famille s'inquiète. Ouais. Encore plus ma mère, qui était pas très loin, et surtout ma mère qui connaît un peu le milieu, comme je t'ai expliqué un peu avant. Mais ouais, elle connaît un peu le milieu des voyous. Voilà. Oui, donc t'as pas envie de faire peur, t'as envie de dire que tu gères aussi, j'imagine, parce que c'est l'orgueil. Bah bien sûr, on a son orgueil, et en plus, j'imagine que tout le monde doit te dire, oh là là, t'es tellement jeune pour faire un si gros business, donc du coup, c'est flatteur et t'as envie de montrer que t'assures, non? C'est ça. Et ton orgueil, elle prend le dessus, tu vois, au lieu de demander conseil à mes sœurs, je disais, je connais, t'inquiète. Ouais. Parce que mes sœurs ont eu des restaurants aussi. Elles en avaient au moment où j'avais ouvert, et je leur ai jamais demandé de conseils. Contrairement à aujourd'hui, comme elles m'ont vu échouer avec la fin de cette aventure, aujourd'hui, j'hésite pas à leur demander conseil. On échange beaucoup plus sur le travail, pas uniquement en surface, mais on va un peu plus en profondeur. On parle même de parfois comment on se comporte. Et c'est super important en fait. En fait, dans le fond, c'est une énorme richesse d'avoir des sœurs qui ont cette expérience. Et on a grandi sans nos parents, juste ma mère qui était là, et après, elle a connu le milieu carcéral puisque elle a eu une vie à 100 à l'heure. Et elle traînait, elle faisait aussi des trucs de voyous. Donc 98, elle part en prison. Bref, je vais un peu écourter, mais je vais raconter rapidement. Et moi, je me retrouve en foyer, ma petite sœur avec son père. Mes 3 grandes sœurs, complètement désespérées, qui essaient de nous récupérer, mais elles ont 10 ans de plus que nous, donc enfin plus que moi, et 20 ans de plus que ma petite sœur. Donc elles essayent quand même de nous récupérer, de faire quelque chose. Et je rentre toutes les 2 semaines, je vois mes sœurs, et voilà, et je les admire, et je vois qu'elles ouvrent un premier restaurant, puis un deuxième, et pareil, elles avaient la vingtaine. Elles sont hyper courageuses. Et donc du coup, ça m'a toujours inspiré. Elles ont toujours été bienveillantes avec moi. Et voilà. Mais en grandissant, même sans nos parents, on a réussi quand même à faire quelque chose parce que mes sœurs étaient là. Donc et ma petite sœur aujourd'hui, elle est orthophoniste, tu vois. Wow. Alors qu'on part de rien. C'est clair. Donc on s'est accroché jusqu'au bout. Tu réalises qu'en fait, ce que tu vis, il y a encore plus dur. Parce qu'en foyer, il y en a, c'est vraiment très difficile. Il y en avait qui voulaient pas rentrer chez leurs parents puisque ils subissaient des viols ou des maltraitances autres. Et tu voyais que quand le week-end arrivait pour rentrer, ils étaient pas bien en fait. Ils passaient 2-3 jours avant de rentrer chez eux où ils étaient en stress intense. Et voilà, et tu te dis en fait moi ça va, c'est correct. Je vais rentrer, je suis content de rentrer.
Je vois mes sœurs. J'ai jamais été malheureux, en fait. Sauf quand j'appelais mes sœurs, forcément, tu pleures au téléphone. À 12 ans, t'es là, je veux rentrer, je veux rentrer. Bien sûr. Et après, j'ai pleuré pendant 1 an tous les jours. Je comprends. Mais après, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose, tu grandis, ça te fait grandir très vite. Et tu te dis tout de suite, ok, c'est quoi mes ambitions? Et j'ai un ami qui dit tout le temps, les ambitions, c'est pas que le travail. Ça peut être aussi ton bien-être, tes passions, ce genre de choses. C'est intéressant, ça. Et quand j'étais jeune, j'étais focus sur mes ambitions, travail. J'avais que ça en tête. Ouais, mais on peut se permettre d'avoir des ambitions de bien-être, etc. lorsqu'on se sent en sécurité déjà au niveau travail. Exactement. Sur cette pyramide-là, toi, t'essayais de te sécuriser le premier palier. C'est ultra compréhensible. Et tout à l'heure, quand tu me disais que très jeune, t'avais cette volonté d'ouvrir ton restaurant, que t'es resté focus 3-4 ans, tu vois, je me disais, ouais, c'est fou comme il a une vision hyper précise aussi jeune, mais maintenant je comprends de ouf. Il y a cette volonté de s'en sortir qui te donne une niaque de malade. Parce que toi, tu sais ce que c'est de rien avoir et donc du coup, t'as aucune envie d'y retourner et ça doit te propulser dans tu le dis, quelque chose de beaucoup plus adulte très très vite, quoi. Ouais, c'est ça. Ce club, ça périclite, c'est ça? Ça se termine alors comment? Ça se termine comment? On se parle avec mon associé, ça se passe super mal pendant les 6 derniers mois. Genre, on se croise, on se parle pas. Je lui pose des questions sur où va l'argent, ce genre de choses. Et comme je touchais plus les enveloppes, puisqu'une fois j'ai perdu une enveloppe, et donc elle m'a dit, écoute, tu touches plus les enveloppes, tu les fermes et tu me les donnes et je les mets à la banque. Et bref, je dis, où va l'argent? Et elle a pas su me répondre pendant 6 mois, ça m'a énormément frustré, on se parlait plus. Et à la fin, je lui ai dit, j'en avais marre. En fait, je voulais déjà partir la première fois que je me suis fait braquer. On a eu une bagarre générale aussi une fois. Oh la vache. Je voulais arrêter. Déjà. Et je lui disais tout le temps, je vais arrêter. Je reprends juste mes parts, ce que j'ai investi, 40 000, et je pars. Elle me disait, non, tu pars pas comme ça se passe pas comme ça. Tu me laisses, je suis en galère, etc. Je lui disais, mais en fait, j'en peux plus. Donc, c'était déjà la fin de la première année où je lui disais ça, et au bout de la 4e, en septembre 2017, je pète un câble. Et je te dis la vérité, j'ai tout cassé dans mon club. J'ai dit, si tu veux, je te le laisse maintenant comme ça. Ah là là, t'étais au bout, quoi. Et j'étais vraiment au bout. Bon, le lendemain, on recevait du nouveau mobilier, en fait. C'est ça, j'ai pas raconté. Et donc, je m'arrête. Je retourne plus dans ce club. Je passe le dernier week-end, j'appelle les personnes proches que je voulais voir. C'était marrant parce qu'il y avait plus le vendredi, il y avait plus de table dedans. On recevait vendredi le mobilier, et donc le samedi, j'ai tout installé pour que ce soit normal. Mais vendredi, je reçois une partie des gens et je dis, voilà, c'est mon dernier week-end, je m'en vais. Et voilà, et ensuite je pars. Bref, ils signent des papiers à ma place, c'est un peu le chaos. Mais comme t'as pas la force mentale pour ce genre de choses, tu prends un avocat et il te dit oui, ça va être long et tout. Je lui ai dit, écoute, moi je préfère me concentrer sur le futur. Et je vois au mois de janvier, février, je vois qu'ils signent des papiers à ma place. Je dis ok, en fait ça me convient, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Rester 3 ans de plus alors qu'on n'en peut déjà plus et qu'on la coupe est déjà pleine, parce qu'au bout d'1 an pour dire je pars alors que t'as investi de l'argent, que c'est ta fierté, etc., c'est que vraiment t'avais dépassé ton seuil, je pense, de tolérance. Ouais, on pouvait plus. Rester 3 ans de plus, tu devais être dans un état de burn-out mental, de vide absolu, mais t'as été à ramasser à la petite cuillère après, non? En fait, je voyais un psy avant de partir. Ouf, je heureusement. pensais que j'étais paranoïaque. Donc, je suis allé voir un psy. Je parlais avec elle. Je fais que de pleurer à chaque séance. Normal, tu vois. Mais bien sûr, mon sac de sûr. plus de 4 ans. Et c'est super important d'aller voir un psy quand vous allez mal. Et le plus dur, c'est aussi de se dire soi-même, ok, c'est le moment. C'est le moment, puisque là, j'arrive au bout d'un truc où plus personne peut m'aider. Et cette situation, je dis pas que c'est que mon associé, c'est aussi de ma faute. Parce que
bah j'ai cédé à l'alcool parce que j'ai aussi eu mon ego qui a pris le dessus. À un moment donné, tu vois, tout le monde te dit c'est la nuit, c'est comme ça. Et aujourd'hui, tu vois, en tant que DJ, quand on me dit t'es le meilleur, ce truc-là, je le prends avec beaucoup de recul. Je suis là, tu me dis ça parce que t'as envie de venir à la prochaine soirée, que tu puisses dire que tu connais le DJ. Mais en fait, il y a rien derrière nous. Hein. Il y a juste les platines et derrière nous, il se passe rien. Donc c'est assez drôle, tu vois. De ouf. Mais ouais, il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça et puis il y a eu aussi le fait que je sois seul à Lyon, que je sois isolé. Je suis au plus bas. Ouais. Je retourne sur Paris parce que je dis à mes sœurs, est-ce que vous avez un truc à me passer, une chambre, un truc comme ça, parce que il me restait une dizaine de milliers d'euros, mais rien d'autre. Genre, je revends une voiture que j'avais et j'ai que ça. Et en fait, j'étais incapable de travailler. On me propose de reprendre la direction d'un restaurant sur Nice, de démarrer l'ouverture en fait. Je dis mais en fait, j'en suis incapable. Ouais, t'étais vraiment en burn-out. Le moment où on a tellement perdu confiance en soi et en son jugement qu'on a l'impression qu'on pourra plus jamais rien faire. C'est ça. Et ma sœur me passe la chambre d'un restaurant qui se trouve juste au-dessus, la chambre d'un appartement qui se trouve juste au-dessus de son restaurant. Et c'était des murs mansardés en bois, je me souviens, comme dans un chalet. Je tendais les bras et je touchais les deux murs. Ouais. Donc c'était vraiment tout petit. Tout petit. Je faisais un pas et il y avait la salle de bain et les toilettes. Et j'ai fait 1 an et demi dedans. C'est dur quand tu passes de patron, que t'as des employés, que t'as une vie finalement qui est millimétrée. Tout d'un coup te retrouver dans une chambre de bonne et te dire putain mais je suis retour à la carte zéro, pardon. Alors que finalement pas du tout, parce que t'as pris plein de choses, tu sais déjà que tu es capable de faire plein de choses et que tu vas rebondir. Mais à ce moment-là t'as pas du tout ce mindset, c'est sûr. C'est ça. Et je dis à mes sœurs, je vois, elles s'inquiètent. Elles me voient pleurer pour n'importe quoi. Moi je suis dans mon lit la plupart du temps, je pleure. Je regarde le plafond, je pleure. Ouais. Et pendant presque 8 mois, je fais rien. Ah la vache. Mon beau-frère, un jour, il en a marre. Il vient me voir, il me dit, écoute Tony, ça va te faire du bien, viens bosser avec moi. Il a une société de transport et en fait, il fait du transport spécialisé pour les personnes handicapées, que ce soit moteur ou que ce soit aussi neurologique. Donc tout ce qui va être autisme, schizophrénie, ce genre de choses. Et du coup, j'y vais. Première semaine, je me fais cracher au visage par un enfant qui a 8 ans, mais qui a la force d'un jeune de 20 ans. Et qui comprend pas, en fait, que c'est pas bien de cracher au visage de quelqu'un. Il me mord. Et je dis à mon beau-frère, en fait, je le peux pas. Moi, j'étais juste accompagnateur dans la voiture. Je suis censé les surveiller, un peu jouer avec eux. Enfin, dans le camion, il y avait 9 enfants. C'était un 9 places, mais il y avait genre 7 enfants. Et là, je me dis non, je peux pas au bout d'une semaine. Il me dit tu restes, tu vas voir. Moi, je comprenais pas. Et au bout de 1 mois, 2 mois, je sais plus, je crois que je fais 3 mois chez lui. Et en fait, je me dis mais en fait, mes problèmes, c'est pas des problèmes. Eux, ce qu'ils ont, c'est des vrais problèmes. J'ai dû, tu vois, le temps que je processe tout ça, bah ça a mis du temps, tu vois. Et là, je comprends qu'en fait, mes problèmes, c'est pas des vrais problèmes. Et lui, en discutant avec lui, bah je vois qu'il a le sourire, qu'il est content de me voir, de voir que je réalise en fait que mes soucis c'est pas des soucis. Et petit à petit, bah je reprends un premier taf dans la restauration. Bah oui. Je fais un CDD pendant une saison, je bosse, ça se passe bien. Et puis après, tu te reconstruis comme ça, quoi. Surtout ce temps-là, en fait, ça m'a permis aussi de me redéfinir, me dire qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux retourner dans la restauration? Est-ce que je veux retourner dans la nuit? Qu'est-ce que je sais faire? Et là, le restaurant où je bosse, c'est mon premier patron de l'époque où j'enchaînais 2 tafs. Il me dit, en fait, j'aime bien ce que tu avais fait avec ton restaurant. Est-ce que tu peux faire la même chose en termes de communication? Je dis, ok, d'accord. Donc, je rentre chez lui en CDI. Je fais 2 ans chez lui. Et là, au bout de 2 ans, bah, Covid. Je dis, merde, qu'est-ce que je fais? Oh, putain. Et tu sais, bon, on n'avait pas forcément la même vision, pas forcément les mêmes valeurs non plus. Il est très, sans le dénigrer, en disant qu'il est très ouest parisien, avec sa vision. Et moi, je t'ai raconté mon parcours au foyer, famille d'accueil,
le milieu carcéral avec ma mère. Forcément, je viens d'ailleurs, tu vois, et je comprends parce que en famille d'accueil, j'étais dans une super famille d'accueil qui c'est vrai. C'est beau parce que tu vois, quand tu me racontes cette période-là où tu bosses avec ton beau-frère, etc., ça remet vraiment de l'humanité. Toi qui commençais à être dans un milieu qui en manquait cruellement, parce que ce que tu racontes tout au long de cette histoire du club, c'est à quel point il y a un fossé entre toi, ce que tu veux apporter, toi, ce qui t'intéresse, ce que t'aimes, et ce que t'es en train de faire. Et petit à petit, j'ai l'impression que tu te perds, tout en te répétant à chaque fois mentalement, mais j'aime pas ça, mais je veux pas faire ça. Enfin, tu vois, c'est terrible, quoi, parce que vraiment, t'es dans une situation qui correspond pas du tout à tes valeurs. Et donc là, à cette période du Covid, toi, j'ai l'impression que t'es en quête, malgré tout, de valeurs comme à peu près nous tous, où on se remet tous en question en mode ok, si le monde s'arrête demain, est-ce que j'aurais fait ce que j'avais à faire? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs, qui je suis profondément? Pas forcément. Donc, je rentre, donc mon beau-frère, je travaille avec lui. J'enchaîne un boulot dans la restauration pendant une saison d'été. J'ai un peu de sous sur le côté, dans la poche. Mm-hmm. Je prends un billet d'avion et je dis, en fait, il faut que je le prenne aussi pour ma grand-mère. J'appelle mes oncles et tantes, je dis, voilà, je pars en Thaïlande. C'est ma première fois en Asie. Est-ce que je peux emmener grand-mère avec moi? Et tout le monde me dit oui. J'ai un oncle qui est à Bangkok, donc il y a une petite sécurité. Ouais. Donc je prends les billets, je pars avec ma grand-mère au mois d'octobre. Tu dois être trop fier de pouvoir l'amener. Je suis tellement content. Oh ouais. Je suis tellement content, surtout que ma grand-mère, elle donne de l'amour à tous ses petits-enfants. Tous ses enfants et tous ses petits-enfants. Et ma grand-mère, c'est une personne super adorable, mais elle a aussi son côté franc-parler. Donc des fois, c'est une mamie un peu... genre si elle veut te dire merde, elle va te dire merde en fait. Ouais, c'est une mamie immigrée, elles avaient pas le choix que d'être dures, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, un petit peu. Et donc du coup, on part en Thaïlande. Moi, j'en profite. Je fais un camp de boxe thaï. Donc tous les matins, je pars au camp de boxe thaï en courant. Donc je fais 3-4 kilomètres aller, 3-4 kilomètres retour. Ouf, ce qui est pas vraiment beaucoup en soi pour la course. Plus après le cours. Ouais. Mais en fait, j'avais besoin aussi de... Comme j'avais passé 8 mois avec de la malbouffe, ce genre de choses, j'avais repris du poids. Heureusement déjà. Mais du coup, je me remets... physiquement, je me remets dans quelque chose de plus sain. Puis mentalement, ça te fait une structure. Ouais. Et donc la journée, je la passe avec ma grand-mère tous les jours. Et un jour, ma grand-mère pète un câble. Elle me dit, j'en ai marre, vous me surveillez tout le temps, blablabla. Et en fait, pendant que j'étais à mon cours de boxe thaï, elle prend un moto-taxi et elle fugue. Mais elle est trop thug. Tu vois comment elle est? Elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 92 ans. Putain, elle est thug, j'adore. À l'époque, elle avait 86, je crois. Et bref, elle rentre et elle me dit, je fais ce que je veux. Je suis allé chez le coiffeur. J'adore, putain, j'aspire à être comme ta grand-mère, moi, vraiment. Et elle est comme ça, et en fait, voilà, je l'admire pour ça, parce qu'en fait, quand elle veut dire quelque chose, elle le dit. Elle va pas prendre de pincettes. Elle est très transparente sur tout ce qu'elle vit et sur ses émotions aussi. Et ça, je l'avais pas compris en étant jeune. Et au fur et à mesure, tu comprends, tu sais, quand tu commences aussi à penser à ton bien-être, à ce genre de choses, ou ta santé mentale, tu te dis en fait. Ouais. Donc je rentre, je reprends le boulot avec, je reprends un CDI. Musclé. Voilà. Et mieux dans ta tête surtout. Et j'enchaîne le taf, Covid, comme je t'ai raconté. Ouais. Et donc je crée The Family Sauce. Et en même temps, je sais plus, je crois j'ai 1 an de chômage, un truc comme ça. Donc pour le moment, ça va. L'argent rentre dans la société un petit peu. Et je me dis, en fait, ma passion, c'est la musique et la cuisine. Et je commence à être DJ. Et je mixe un petit peu à droite à gauche. Et surtout, je toque à la porte des établissements et je dis bonjour. En fait, je suis DJ. Je leur raconte pas ma vie d'avant. Ils s'en fichent, en fait. Parce que je me suis mis à la place d'un taulier de bar ou d'un taulier de boîte de nuit. Mais carrément. Je me suis dit, en fait, je suis personne, donc je dis juste, je sais mixer. Voilà, est-ce que vous voulez me donner ma chance? Et je me souviens, le premier truc où j'ai fait ça, c'était au Fat Bar, dans le Marais, un bar hip-hop. Et je vais chez eux et je leur dis, ouais, je viens gratuitement si vous voulez. Et en fait, ça s'est tellement bien passé, ils m'ont donné 150 €, je me souviens.
Et ils m'ont dit, ouais, t'es dispo dans 2 semaines? Je dis, ok. Et de là, j'ai dit, en fait, vu que c'était le premier, je dis, en fait, il faut que je demande de l'argent à chaque fois. Peu importe quoi, je demande de l'argent. Et voilà, et de fil en aiguille, c'était il y a 7 ans en arrière. Et t'aurais pas mixé durant un événement très très important cet été? Si, j'étais à la Tour Eiffel pendant toute la période des JO. Voilà. Donc ça se passe bien. Bon. Je suis pas quelqu'un, tout le monde me dit, ouais, t'as réussi. Je dis, en fait, c'est pas ça la finalité. Mais ce que je peux dire, c'est que après Céline Dion, c'était moi. T'es con. Et surtout maintenant, aujourd'hui, t'es aligné avec tes valeurs, tu vis de ta passion. C'est ça. Et surtout, t'as un mental beaucoup plus sain pour vivre dans un... Attends, je vais refaire ma phrase. Surtout aujourd'hui, comme t'as connu l'envers du décor du monde de la nuit, tu sais te protéger et pouvoir accomplir ton métier, mais en ayant un environnement sain. Mm-hmm. Si t'avais été DJ à 20 ans, je suis pas certaine que ça se serait passé comme ça se passe aujourd'hui, tu crois pas? C'est ça. Ouais. Il y a plein de choses sur lesquelles je fais beaucoup plus attention. Déjà, l'alcool, je bois plus d'alcool. Mm. Les DJs, les platines, c'est un peu mon armure en fait. Ouais, je comprends. Tu vois, ça me protège aussi. Et pareil, le bling bling. Si tu regardes bien, je suis pas. Je pourrais mettre tout un salaire, enfin tout un cachet sur une pièce de luxe. Mais en fait, je me dis, mais je vais la porter 2 fois, 3 fois. Et puis après, à cause des réseaux sociaux, les gens vont voir que je l'ai déjà porté, donc je m'en fiche en fait. Je mets des vêtements comme tout le monde, tu vois. Je vais pas faire le fou en fait, à acheter des pièces qui coûtent super cher. Ce qui compte pour toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ambition. Mais l'ambition, comme je l'ai dit, comme mon pote le dit, c'est pas que professionnel. C'est aussi ton bien-être, tes passions, ton mental, ton physique, comment tu te sens toi. Et je le comprends que maintenant, tu vois. C'est beau et c'est très positif. Ça veut dire que ça y est, maintenant la première marche, tu l'as. Mm-hmm. La sécurité, l'emploi. Et maintenant, ça y est, tu peux explorer quelque chose d'autre. C'est vrai. C'est carrément une victoire même. Ouais. Tu vois, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est mon père. Mon père, en fait, il est laotien français, mais il est de nationalité américaine. Il vit aux États-Unis depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, mon seul regret entre guillemets que j'ai pas vécu encore, c'est d'avoir par exemple un enfant, parce que c'est pas le même amour. Et je pense que tu sais, t'as tous les traumas de ta jeunesse, de pas avoir ton père autour, d'avoir ta mère éloignée. Où je me dis mais en fait, tu vois, c'est le seul truc que j'arrive pas encore à régler dans mes ambitions. Bien sûr. Et je sais même pas si je veux des enfants, mais en tout cas, c'est le seul truc qui aujourd'hui m'intrigue beaucoup. Mm-hmm. C'est de me dire, mes sœurs me disent tout le temps, en fait, quand tu vas aimer ton enfant, tu vas pas l'aimer comme t'aimes une femme ou comme t'aimes tes potes ou ta famille. Enfin, là, c'est vraiment ta chair, ton sang, donc c'est autre chose encore. Et c'est la question sur laquelle je me pose je me pose beaucoup de questions, c'est sur ça aujourd'hui. Ouais, c'est vachement intéressant et j'ai hâte de te recevoir pour un autre épisode où tu me raconteras tout ça en devenant papa, parce que je te le souhaite et je suis certaine que ça arrivera. Mais apparemment, chaque étape de vie, effectivement, réouvre des blessures, mais peut-être parfois pour mieux les traiter aussi, tu vois. Ouais. Et je sais que la parentalité, c'est aussi plein de choses qui rentrent en jeu, parce que tout d'un coup, on réalise à quel point on aime notre enfant, et ça peut nous mettre aussi en colère sur ce qu'on a vécu nous-mêmes enfants, en se disant putain, mais moi je pourrais jamais faire ça, ça et ça. Donc c'est sûr que ça va continuer à te faire travailler, mais j'ai l'impression que ce travail sur toi-même, tu le fais depuis des années. Ouais. Et c'est beaucoup mieux que plein de papas et de mamans qui n'ont pas du tout travaillé sur eux avant de faire des enfants. Donc fais-toi confiance, vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille, tu vois, sans arrêt en fait. Bah c'est sûr. T'évolues, tu changes pas vraiment parce que tu es qui tu es, mais tu vois, on fait pas d'une Clio une Ferrari et vice versa. Mais ton mental évolue et donc du coup, c'est ça qui change beaucoup en fait. Qu'est-ce qu'on te souhaite Ouais, mon compte Insta tony.s.kay, voilà, pour suivre tes KAY aventures. À la fin. Ouais, pour suivre mes aventures.
Je sais pas, en fait, je sais même pas de quoi va être fait mes prochains jours. Là, je pars en Asie, je fais une tournée là-bas. Allez, c'est trop cool. Au Cambodge, c'est trop marrant. J'ai un petit truc où j'ai une bonne petite communauté qui me suivent parce que je parle cambodgien aussi. Ok. Et j'ai appris avec ma grand-mère. Quand je vais là-bas, je fais plein de fautes, mais ils aiment trop. Et donc. En plus avec un accent Frenchy, ouais, laisse tomber. Voilà, donc tu vas sur ma peut-être lancée. Rester là-bas. Voilà. Ouais, mais j'ai l'impression que là t'es vraiment sur ton chemin et que tu files à toute vitesse. DJ, je pense que c'est juste un passage. Ah ouais? Je vais pas être DJ toute ma vie. Ok. Je suis déjà en train de préparer l'après, je peux pas trop en parler, mais je me vois pas à 60 ans encore en train de mixer. Mm-hmm. Mais par contre, je me vois bien passer la torche aux plus jeunes et qu'ils fassent eux. En fait, à un moment donné, il faut que je step back et je dise OK, c'est à votre tour. Bon, j'ai tout ça en tête, tu vois. J'ai hâte de suivre tes prochains projets. J'ai l'impression qu'il y a des trucs secrets qui sortiront. Donc, je ne dis rien de plus, mais juste d'aller te suivre sur tony.as.kay sur Instagram et sur TikTok. Donc, sur TikTok, là où je t'ai découvert. Merci beaucoup, Tony. C'est moi, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.